Jean-Gabriel Fagé, bonjour et bienvenue sur NC News. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général d'Enercal et on vous a invité aujourd'hui pour évoquer un sujet d'actualité, à savoir le STINC, le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, qui est en train donc d'être révisé, qui est en pleine révision, et ses enjeux pour Enercal. Alors une première question d'ordre un peu global, le STINC c'est quoi? C'est un cadre que s'est donné la Nouvelle-Calédonie à travers un débat et un vote au Congrès en 2016 pour fixer les ambitions de la Nouvelle-Calédonie en matière de transition énergétique, à la fois pour la distribution publique, donc les usages de l'électricité des 110 000 clients du réseau, que ce soit des clients de C ou d'Enercal, et aussi pour la métallurgie, dans une vision assez large, consommation d'électricité, consommation d'énergie au-delà de ce que représente l'énergie électrique, c'est-à-dire notamment les usages de combustibles pour la mobilité, les transports, et puis la finalité de tout ça, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et notamment de dioxyde de carbone, qui constitue la mesure aujourd'hui du changement climatique. Et tout cela a eu lieu, je crois, à l'époque, dans le contexte de la COP 21 à Paris. C'était en 2016, je Exactement. crois, le premier schéma. Exactement. Et donc la volonté de la Nouvelle-Calédonie d'apporter sa contribution à un enjeu planétaire. Et donc Enercal a vraiment son rôle à jouer dans cette feuille de route. Alors, Enercal, effectivement, en tant que gestionnaire du réseau de transport, donc du système électrique complet de la Nouvelle-Calédonie, et puis aussi en tant que distributeur à travers sa relation avec ses clients, est naturellement un contributeur en amont aux études qui permettent à la réflexion d'aboutir à des orientations qui sont ensuite débattues et adoptées par les élus. Donc on a une contribution en amont pour fixer les orientations, ou en tout cas faire des propositions d'orientation d'une situation qui évolue vite, avec, il est vrai, une certaine complexité aussi. Donc on a ce rôle en amont, et ensuite, surtout, on a le rôle d'accompagner la réalisation des ambitions du législateur, des élus, et là, au même titre que beaucoup d'autres contributeurs, les producteurs, et notamment, et puis nos clients consommateurs qui sont au bout du compte les usagers de cette source d'énergie. Et ce STIN qui dure 5 ans, donc là on est en pleine révision de ce schéma, et vous avez apporté vous-même votre contribution enfin, vous allez vous-même être porteur de projet dans ce cadre. Exactement. Le législateur avait prévu une révision au bout de 5 ans, donc bah, c'est cette année, c'est 2021, et le gouvernement, à travers le membre du gouvernement en charge de la transition énergétique, donc Christopher Gigès, a lancé les premiers jalons de ce débat de révision à travers une matinée très riche d'échanges, c'était à la CPS au mois de juin, et le débat est désormais largement ouvert au public à travers une consultation qui dure jusqu'à la fin du mois de septembre et qui permet aux citoyens d'apporter leur contribution ou leurs commentaires par rapport à une première trame de mesures, d'ambition, et c'est celles-ci qui ensuite feront l'objet d'un débat au Congrès et d'une adoption définitive. Alors on en est où aujourd'hui en termes de transition énergétique en Calédonie? A priori on est allé assez vite quand même ces 5 premières années par rapport aux objectifs initiaux. Oui, exactement. Pour la distribution publique, le STINC version 1 2016 avait fixé l'ambition qu'à l'horizon 2030, l'équivalent de tout ce que les Calédoniens consomment, les 110 000 clients de la distribution publique, c'est-à-dire tout le monde sauf la métallurgie, que cette consommation soit produite par des énergies renouvelables. 100% de la distribution publique produite à partir de renouvelables. Exactement. Sachant qu'on ne partait pas de rien, loin de là, puisque historiquement on a un outil de production totalement renouvelable, c'est le barrage de Yaté. Il y a d'autres ouvrages hydroélectriques de moindre importance, mais on ne partait pas de rien, et les choses se sont effectivement un peu accélérées depuis 2 ans notamment, avec le constat d'une très rapide réduction des coûts de fabrication des panneaux photovoltaïques,
d'autres équipements qui sont nécessaires à la réalisation de ces centrales de production. Et la baisse des coûts a encouragé le gouvernement à aller un petit peu plus vite que ce qui avait été envisagé, tout en restant dans le cadre de ce que dans notre jargon on appelle la programmation pluriannuelle des investissements, qui est le corollaire du STANC et qui fixe de façon très pragmatique des objectifs quantifiés pour la production d'énergie renouvelable. Donc le schéma s'est déroulé de façon plus dynamique, dans des délais plus courts, à telle enseigne qu'on estime que l'objectif de 2030 sera atteint en 2025, donc avec 5 ans d'avance. Ce qui d'ailleurs incite aujourd'hui les pouvoirs publics à s'interroger sur l'ambition suivante, c'est celle de la modification de la façon de produire de l'électricité pour les métallurgistes. Et ça, c'est une des ambitions. C'est effectivement le gros enjeu, puisque, rappelons-le, la consommation des 110 000 clients, que ce soit les particuliers ou les professionnels du réseau électrique, ne pèse que 20 à 25% du total de l'énergie électrique consommée en Nouvelle-Calédonie. Donc on a fait plus vite une partie du chemin qui ne concerne que la partie distribution publique. Donc effectivement, le gros enjeu, c'est bien le verdissement des métallurgistes. Voilà, c'est le terme qu'on a retenu pour parler de l'impact sur l'environnement de la production d'électricité nécessaire à la production de nickel. Très bien. J'avais une autre question sur la répartition de la distribution d'électricité entre EEC et Enercal aussi, parce que historiquement, EEC et Enercal, c'était réparti la distribution d'électricité, une activité qui est rentable, contrairement à votre autre métier, qui est le transport d'électricité. Et aujourd'hui, on en est où en termes d'équilibre entre EEC et Enercal? Il y avait notamment la commune de Nouméa qui était au cœur des débats. Elle est revenue finalement à Enercal ou elle est toujours sur Alors la décision précisément concernant le contrat de la concession de Nouméa, les offres ont été remises à la commune et la commune va certainement prendre une décision dans les jours ou les semaines qui viennent. Ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que le système électrique fonctionne à partir de règles fixées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et mises en œuvre par le gouvernement, donc que ce soit par des délibérations ou des arrêtés. La distribution publique relève d'une relation entre un distributeur et la commune, ou un syndicat de communes, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, des communes se sont regroupées en syndicats. Il y a le syndicat SIVM Sud et le syndicat SIVM Est. Donc, la relation contractuelle entre une commune et un distributeur, un concessionnaire de distribution publique, s'appuie sur un contrat. À l'échéance du contrat, la commune remet en concurrence son marché, finalement, exactement, de la distribution publique. Et la Calédonie, pour des raisons historiques, a deux distributeurs qui, depuis une petite dizaine d'années, sont effectivement systématiquement mis en concurrence sur les renouvellements de concessions. C'est un mécanisme qui n'est pas courant. Il est très atypique, finalement, d'avoir ce niveau de concurrence sur ce métier. Dans la plupart des pays ou des systèmes insulaires, il y a un distributeur. La concurrence s'établissant la plupart du temps dans la relation avec le client, sur la fourniture. C'est le cas par exemple en Europe, où un particulier, un professionnel, a le choix de son fournisseur. Mais le gestionnaire du réseau de distribution, celui qui opère les réseaux appartenant à la commune, est généralement unique, ce qui n'empêche pas des contrats, ce qui n'empêche pas des renouvellements de contrats, et des ambitions d'un service qui s'améliore continuellement, et notamment au gré des renégociations de contrats. Mais en Nouvelle-Calédonie, effectivement, il y a deux distributeurs, historiquement. C'est une situation sur laquelle les pouvoirs publics se sont régulièrement penchés, sans trouver d'amélioration notable à la question cruciale, qui est celle des coûts. Avoir deux opérateurs sur le même métier pour un marché, somme toute, assez réduit, 110 000 clients, ça reste assez modeste par rapport
au système d'information, aux compétences qu'il faut acquérir et maintenir. La question des économies d'échelle sur ce... Bien sûr, bien sûr. nombre Et donc, on est effectivement aujourd'hui dans un système que tout le monde considère comme n'étant pas optimum en termes de coûts pour, au final, le client qui va supporter les coûts de la production, les coûts du transport et les coûts de la distribution. Donc, il y a un sujet, pour l'instant, une forme de statu quo et des renouvellements de concessions qui sont opérés avec des mises en concurrence. On attendra à ce moment-là pour se revoir à ce sujet quand on aura Évidemment, on espère le résultat. une décision en notre faveur de la mairie de Nouméa, et on est encore en processus de Justement, décision. cette question de maîtrise des coûts, elle est centrale aussi dans le schéma de transition énergétique. Est-ce que c'est un axe que Enercal travaille particulièrement? Alors, c'est naturellement la préoccupation première d'Enercal, puisque comme vous l'indiquiez à l'instant, Enercal, en tant que gestionnaire du système électrique, est à la croisée de tous les flux d'énergie, certes, puisqu'on achète toute l'énergie produite aux différents producteurs, thermiques ou renouvelables, et on les vend aux deux distributeurs. Donc, en étant à la croisée des chemins électriques, on l'est aussi concernant les coûts. Et depuis plusieurs années, Enercal, dans sa fonction de transporteur, de gestionnaire du système électrique, constate que le système de la distribution publique, tel qu'il a été bâti il y a une dizaine d'années, est déficitaire. Autrement dit, il coûte aujourd'hui plus cher à ce dispositif de produire, de transporter et de distribuer qu'il ne rapporte à travers les 110 000 factures payées par les clients de ce système. Donc je mets de côté la métallurgie, qui n'est pas dans le modèle régulé. Ce modèle régulé, il a été bâti pour tenir compte de la diversité des possibilités de production, de la complexité que ça représente. Il fonctionne bien, mais il constate aujourd'hui un déficit. Les tarifs n'ayant pas été modifiés depuis 2008, période pendant laquelle, en 13 ans, l'inflation a été d'environ 20%, et c'est à peu près le niveau de déficit du système actuel. Donc évidemment, la question du coût se pose. C'est une préoccupation majeure pour Enercal, qui le constate et qui aujourd'hui le subit directement, puisque les mécanismes de compensation prévus par le texte n'ont pas été mis en œuvre. Donc on a un souci, effectivement, de financement du système tel qu'il fonctionne actuellement pour la production, le transport et la distribution des 110 000 clients du système électrique. C'est un phénomène qui s'accélère, qui s'accentue au fur et à mesure du temps aussi. C'est un déficit qui s'est stabilisé, mais qui, tous les ans, se rajoute au déficit précédemment constaté. Et il est de plus en plus urgent d'y trouver les remèdes. Un système ne peut pas fonctionner durablement dans un contexte de déficit. Donc c'est une des préoccupations d'Enercal, mais c'est en réalité, même si les autres acteurs de ce modèle de la distribution publique, producteurs et distributeurs, ces autres acteurs devraient aussi s'en préoccuper fortement, parce que le déficit, même s'il est supporté aujourd'hui par Enercal, va rapidement rejaillir sur tous les autres acteurs si les solutions ne sont pas apportées. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux majeurs pour Enercal dans le cadre justement de ce schéma de transition énergétique, hormis les coûts? Les enjeux, ce sont des enjeux techniques, dans un contexte d'une évolution assez rapide de la façon de produire l'électricité, de la localisation de ces centrales de production. Cela dit, on s'y prépare depuis quelques années. On observe et on analyse ce qu'il se passe dans d'autres systèmes insulaires comparables, ce qui nous donne des éléments de référence pour, le cas échéant, prendre les bonnes décisions. Donc il y a des enjeux techniques, ça c'est évident, il y a les enjeux de coûts dont on parlait. Et puis d'une façon générale, il y a une sensibilisation nécessaire des clients finaux. À la maîtrise des consommations? Exactement, à la maîtrise des consommations, parce que le développement rapide des énergies renouvelables nous fait courir le risque
de laisser à penser qu'il est facile de produire et peu coûteux de produire de l'électricité, alors que ça va rester durablement faux. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est ça? Évidemment, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, parce que même dans un système qui évolue vers des énergies renouvelables, produire, transporter, distribuer jusqu'au client final de l'électricité reste une chaîne technique complexe, lourde, coûteuse. Et évidemment, le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas d'abord pour son porte-monnaie. C'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les entreprises qui consomment de l'électricité. Et puis c'est vrai aussi pour de bonnes raisons environnementales, parce qu'encore une fois, même si la tendance est d'aller vers plus de production renouvelable, on a encore une part significative de nos productions qui sont d'origine thermique, et ça durera encore assez longtemps. À titre d'exemple, aujourd'hui, stocker de l'énergie reste très cher, même si on voit se développer des technologies, notamment notamment les batteries, Ouais. qui ont apporté leur petite révolution à notre métier. Mais stocker de l'énergie reste extrêmement cher. Donc l'émergence et le développement très rapide des énergies renouvelables, et en particulier du photovoltaïque, ne doit pas faire oublier que produire, transporter, distribuer l'électricité est un exercice qui coûte. Et il faut effectivement marteler un message de sobriété, d'autant que de nombreux outils existent pour bien comprendre comment et où on consomme de l'électricité, et comment effectivement on peut faire des économies sur tel ou tel poste, que ce soit pour des particuliers ou des professionnels. Mais Les voilà. Calédoniens sont plutôt gourmands en énergie ou économes Les de manière générale? Calédoniens sont plutôt économes, dans un contexte où l'électricité est payée à son juste prix, presque juste prix, puisque j'évoquais un déficit, mais historiquement, l'électricité a toujours été payée à son juste prix. Et ça démontre que l'électricité, c'est cher. Je vais donner un exemple. Dans l'Union européenne, depuis 2008, pour prendre la référence de la dernière augmentation de tarifs en Nouvelle-Calédonie, les prix de l'électricité ont augmenté en moyenne de près de 40%. C'est considérable, c'est essentiellement le coût de la transition énergétique. C'est le coût de l'inflation, certes, qui pèse effectivement sur la période, une vingtaine de pourcents, mais c'est aussi le coût des investissements dans cette transition. Donc ça veut dire qu'on va les amortir quand même sur le long terme et que Exactement. progressivement on devrait payer de moins en moins? Alors on parle exactement d'un investissement dans la transition énergétique parce que toutes nos études montrent que à un horizon de 4 ou 5 ans, le prix de l'électricité à la production, du côté de la production, va commencer à décroître. Oui. Mais pour l'instant, et à l'heure où on parle, on est encore dans une phase de légère augmentation des coûts de production parce qu'on est en train de préparer l'avenir, on est en train d'investir et ça nécessite d'adapter les réseaux, ça nécessite de commencer à investir dans du stockage. Il y a de l'amortissement. Et il y aura effectivement quelques années avant que cet investissement produise les effets bénéfiques que l'on attend. Donc une transition énergétique, et on le constate partout, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se finance et il faut en avoir conscience. Tous les autres pays qui ont, dans certains cas, un petit peu d'avance, mais pas tant que ça, puisque la Calédonie est allée très vite ces dernières années, et donc on n'est pas en retard par rapport à ce qu'on constate dans des systèmes comparables. On a un système qui prépare l'avenir, mais qui coûte aujourd'hui, donc il faut en être conscient. Et qui coûtera peut-être moins demain. Donc ça Exactement. laisse un peu d'espoir. Oui, tout à fait. Dernière question, justement pour cette réduction des coûts, on entend beaucoup parler d'équipements solaires des particuliers, des entreprises et même maintenant des résidences collectives. Est-ce que c'est un vrai phénomène, un vrai engouement sur le long terme? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, il y a plusieurs questions en une. Ça révèle
une sensibilité croissante aux questions environnementales des particuliers et aussi des entreprises, mais le phénomène de l'autoproduction, de l'autoconsommation, a surtout connu son engouement chez les particuliers. Donc ça, c'est un signal positif qu'une partie de la population considère, est sensibilisée et considère qu'elle peut avoir un rôle dans la transition globale. De ce point de vue, on peut considérer que c'est un succès, surtout lorsque il s'accompagne d'autres actions individuelles, encore une fois, que ce soit chez des particuliers ou dans des entreprises, d'économie d'électricité, de comportements plus vertueux, de recherche de consommation au moment où l'électricité est abondante, c'est-à-dire plutôt en milieu de journée, et d'éviter des consommations le soir ou la nuit, au moment où il n'y aura pas de production photovoltaïque. Donc ça concourt à cette prise de conscience. Après, il ne faut pas se cacher non plus que derrière cet engouement, il y a eu un critère économique dans un contexte où ce qui n'est pas auto-consommé et qui est revendu au réseau a apporté des rentabilités de cet investissement sur des durées relativement courtes. Et ça a créé un engouement supplémentaire, cette fois-ci pour des raisons économiques. En plus de l'aspect fiscal, on peut, je crois, déduire jusqu'à tout à fait, qui concourt effectivement à cet intérêt pour les finances des foyers ou des entreprises. Nous, Enercal, on considère qu'au-delà de la vertu pédagogique qu'ont ces dispositifs, il peut y avoir aussi un intérêt en termes de production, parce que ça peut apporter un complément aux centrales conventionnelles qu'on trouve au sol, mais avec néanmoins un gros inconvénient, c'est celui de son coût, puisque le coût de cette électricité est aujourd'hui très largement supérieur au coût produit par les centrales photovoltaïques au sol. Et donc, on incite les pouvoirs publics à rétablir, et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs il y a quelques mois, le tarif pour retrouver un meilleur équilibre et ne pas induire des surcoûts inacceptables pour le modèle dans son ensemble. Donc il faut savoir identifier des nouveaux produits qui concourent à la sensibilisation et aux bonnes pratiques. Il ne faut pas que ça devienne, ou il ne faut pas que ça crée des effets d'aubaine purement économiques. Parce que, au bout du compte, ça renchérit le coût de l'électricité pour tous les Calédoniens. Oui, réfléchir à un peu global, finalement. Exactement. C'est pas forcément évident. Oui. Ce qui n'est pas évident et ce qui nécessite une attention particulière dans un contexte où les technologies évoluent vite, les prix évoluent vite, et il faut que les mécanismes réglementaires s'adaptent de plus en plus vite aussi, pour ne pas laisser se développer des situations déséquilibrées, anormales. Donc c'est aussi un enjeu réglementaire. Très bien. Un dernier message à faire passer à nos auditeurs sur le système électrique, sur le STINC, quelque chose qui vous tiendrait à cœur? S'impliquer dans la démarche en cours de consultation publique. Chacun peut participer. Exactement, sur le site de la DIMINC. S'informer, poser des questions, mais les sources d'information sont de plus en plus nombreuses à travers, par exemple, notre site institutionnel qui tente d'apporter des éléments de compréhension, de vulgarisation de tous ces mécanismes. Donc, on a un intérêt à bien comprendre comment on consomme de l'électricité, comment on peut en consommer moins ou la consommer différemment, à des moments différents, des moments plus propices, notamment par rapport à l'impact environnemental du kilowattheure consommé. Donc on tente de mettre en place tous ces outils d'information pour que nos clients bénéficient des meilleurs conseils et agissent en citoyens avertis par rapport aux usages de l'électricité. Merci beaucoup Jean-Gabriel Fagé pour tous ces éclairages. Merci. Et à bientôt sur NC News pour un prochain éclairage. Merci.